Il m'a été proposé, chers camarades, de dire un exposé sur le thème « Le terrorisme comme guerre de recolonisation ». Je dirais cet exposé en 3 moments. Dans le premier moment, je m'adonnerai à mon penchant de philosophe, à savoir celui pour des définitions précises, permettant de savoir de quoi on parle. Dans le deuxième moment, je vais répondre de manière claire et incontestable, car prouvée, à la question qui nous terrorise et qui veut nous recoloniser et pourquoi. C'est une triple question, mais qui sera unie en une seule tirade. Et enfin, dans la troisième et dernière partie de mon intervention, je vais tenter de répondre à la question comment battre les terroristes recolonisateurs que nous aurons dûment identifiés. Avant d'entrer dans l'économie des matières de cette conférence, je voudrais saluer les plus hautes autorités de l'Alliance des États du Sahel. Le président confédéral, son Excellence le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, les présidents Assimi Goïta du Mali, Abdourahmane Tiani du Niger. Leur œuvre, avec leurs compagnons, a tracé une ère dans laquelle peut se dire la vérité, la justice et la solidarité des Africains sans langue de bois. Oui, aujourd'hui, sur le continent africain, l'Alliance des États du Sahel est le lieu où se dit solennellement, puissamment, librement, documentairement, épistémologiquement, critiquement, la vérité africaine. La vérité du point de vue des Africains. Ce sont les révolutions menées au Mali, au Burkina Faso et au Niger qui nous permettent aujourd'hui de nous exprimer franchement, sans contournement, sans logique de bagabaga, pour emprunter la langue ordinaire bambara, parler de notre condition. Cela est possible parce que l'Alliance des États du Sahel existe. Quoi que je sois à Bamako, à distance de chacune et de chacun d'entre vous dans cette salle, je vous prie de bien vouloir acclamer nos leaders qui ont tracé la sphère dans laquelle nous pouvons parler. Je vous remercie. Commençons maintenant par les définitions. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme? Le terrorisme, c'est l'usage de la terreur pour pouvoir imposer des intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts idéologiques ou intellectuels, des intérêts religieux. La terreur, c'est une peur extrême qui est développée lorsqu'on est victime de la violence ou de menaces de violence. C'est cela le terrorisme. Et dès lors qu'on possède cette définition ample et précise du terrorisme, on reconnaîtra tout naturellement que le terrorisme, c'est la traite négrière, le terrorisme, c'est la colonisation, le terrorisme, c'est la néocolonisation, le terrorisme, c'est la dictature. Voilà des figures du terrorisme que nous connaissons. Et la dernière figure historique du terrorisme à laquelle nous sommes confrontés, ici au Sahel et partout en Afrique, c'est ce que j'ai appelé dans cet ouvrage qui a été amplement lu, eh bien, depuis 2025, l'impérial terrorisme. Qu'est-ce que c'est que l'impérial terrorisme? C'est l'instrumentalisation du terrorisme pour poursuivre les buts de l'impérialisme occidental et de l'impérialisme moyen-oriental contre les peuples africains, avec la complicité d'un certain nombre d'États et de chefs d'État, que je ne confonds pas avec les chefs d'État, vassaux, valets, individus aplaventristes sans colonne vertébrale idéologique, individus profito-situationnistes, bourgeois compradors, ennemis du peuple africain, peau noire, masque blanc, comme le dirait le professeur France Fanon. Ce phénomène auquel nous sommes confrontés a plusieurs visages, même s'il renvoie à la même définition. Usage de la terreur à des fins économiques, à des fins politiques, à des fins, eh bien,
à des fins religieuses, à des fins psychologiques, à des fins militaires. Ce phénomène a plusieurs visages et ces dernières années, de retour en Afrique, au Sahel, dans la capitale de l'Afrique des libertés, Bamako, j'en ai étudié les nuances. Il y a le terrorisme idéologique et intellectuel, il y a le terrorisme, il y a la terroéconomie, il y a le terrorisme militaire, il y a le terrorisme parlementaire, que j'ai appelé le terroparlementarisme. Il y a le terrorisme religieux. Égrenons rapidement les définitions de ces différents visages du même monstre, de la même hydre, celle de l'impérial terrorisme à laquelle nous avons affaire aujourd'hui. Le terrorisme idéologique et intellectuel a pour but de nous faire croire que nous sommes incapables de penser notre situation nous-mêmes et que chaque fois que nous prenons l'initiative de concevoir nos institutions sociales, nos institutions économiques, nos institutions politiques, à partir de notre propre tradition, nous sommes en danger. Que nous sommes en danger quand nous pensons par nous-mêmes. Le terrorisme intellectuel a pour but de détruire la confiance, la capacité africaine de penser en africain dès le commencement de la formation des élites. Ce terrorisme, il est logé dans les programmes scolaires, les programmes du secondaire, les programmes de l'université, du lycée. Il est logé dans les programmes d'éducation rédigés par les puissances négrières, les puissances coloniales, les puissances néocoloniales et impérialistes. Le terrorisme se reproduit par une éducation contrôlée thématiquement, contrôlée paradigmatiquement, contrôlée épistémologiquement par les puissances criminelles qui veulent absolument continuer à faire de l'Afrique leur réservoir de ressources naturelles stratégiques ad vitam aeternam. Le terrojournalisme, dont j'ai donné une description complète lorsque j'ai eu l'honneur d'être l'invité spécial des universités africaines de la communication de Ouagadougou en octobre 2025, consiste, sous couvert d'informer l'opinion, d'utiliser les médias mainstream des puissances négrières, coloniales, des puissances impérialistes et des puissances terroristes, les utiliser pour distiller la propagande terroriste et faire croire à l'opinion que le terrorisme est invincible. Quelques figures importantes de ce terrojournalisme sont connues. Au Burkina Faso, Ahmed Newton Bari. Nous avons un individu planqué à Dakar, que nous avons utilement surnommé, eh bien, Serge Daniel Bobo-Oudada, alias le hibou de Dakar. Nous avons un individu qui est le porte-parole principal des groupes terroristes sur les médias officiels français, un certain Wassim Nasr. Nous avons un certain nombre de médias qui se sont spécialisés dans l'expansion de ce terrojournalisme. Nous les connaissons. France 24, TV5, Jeune Afrique, Le Monde. Et même ces médias se sont mis à dicter leur narratif aux médias européens comme Reuters, aux médias américains comme La Voix de l'Amérique. Ils partagent le même narratif maintenant avec la Deutsche Welle, etc., etc. Nous les connaissons. Nous avons parlé du terrorisme militaire, qui est en réalité le camouflage derrière les groupes terroristes et un certain nombre de pays hostiles à la véritable pays dont les gouvernements sont hostiles à la véritable indépendance africaine, eh bien de troupes qui maintiennent l'Afrique en guerre permanente. La guerre hybride imposée à l'Afrique à travers ces deux organisations terroristes les plus connues, Al-Qaïda et l'État islamique, n'est rien d'autre qu'en réalité une guerre hybride de la CEDEAO néocolonisée contre l'AES, une guerre hybride du néocolonialisme français contre tous les pays souverainistes, une guerre hybride de l'Union européenne contre l'Afrique en quête de la jouissance d'elle-même dans le cadre de sa responsabilité historique envers ses populations. C'est la guerre de l'OTAN pour imposer sur cette planète l'ordre hégémonique occidental issu des traités westphaliens et issu de la grande et ignominieuse traite négrière des 16e jusqu'au 19e siècle. J'ai identifié tout naturellement le terrorisme économique. La terroéconomie, qu'est-ce que c'est? C'est l'économie de la dette, c'est l'économie de la répression monétaire, c'est l'économie des sanctions, c'est l'économie du contrôle à travers des soi-disant aides au développement qui ne sont ni plus ni moins
que le soutien de la corde au pendu. J'ai identifié le terreau-parlementarisme. Les terreaux parlementaires sont des députés, des sénateurs de pays criminels, colonialistes, impérialistes, de pays néocolonialistes, qui essayent de promouvoir une législation contre les patries souverainistes et panafricanistes, contre les pays qui sont en révolution pour leur libération. Jouent un très grand rôle dans cette affaire des barbouzes comme le général Christophe Gomard, un très grand rôle dans cette affaire des barbouzes comme le député Bruno Fuchs. Pour ne citer que cela, parmi tous les terreaux députés européens qui se sont aventurés à légiférer sur les affaires intérieures africaines. Nous parlons du terrorisme religieux qui a pour but non seulement de jeter les communautés religieuses africaines les unes contre les autres afin d'affaiblir l'Afrique, mais aussi d'imposer à l'intérieur de chacune des communautés religieuses africaines une lecture extrémiste de la croyance religieuse incompatible avec la laïcité de la République africaine contemporaine. Ce terrorisme religieux très insidieux a pour but de présenter les dirigeants révolutionnaires comme étant des athées, des ennemis de la religion, alors même que la révolution africaine n'a jamais été dans son essence profonde anti-théologique, anti-religieuse, mais essentiellement une révolution de la solidarité, de la coexistence pacifique, du respect mutuel et du droit de chacun d'aller vers Dieu par le chemin qui lui plaît. Voilà, chers camarades, chers invités, honorables invités, quelques visages de ce terrorisme que je balaie ainsi. Deuxième expression, la recolonisation. Qu'est-ce que c'est que la recolonisation? La recolonisation, c'est la répétition de la colonisation. Et qu'est-ce que c'est que la colonisation? C'est la pratique de l'esclavage et du pillage imposé à domicile à un peuple par des envahisseurs venus de l'étranger. La colonisation, c'est la pratique de l'esclavage et du pillage imposé à domicile à un peuple par des envahisseurs, des agresseurs, des barbares venus de l'étranger. C'est dans ce processus que nous sommes. Ceci me permet de passer à la deuxième partie de mon exposé. J'ai conscience d'être maintenant à la 15e minute du temps qui m'est imparti. Qui nous terrorise et qui veut nous recoloniser? Qui nous terrorise et qui veut nous recoloniser et pourquoi? J'appelle les participants à cette réunion à se souvenir de la base scientifique de la démonstration dans cette deuxième partie. Chacun ira sur Internet et va prendre la carte des matières premières stratégiques africaines aujourd'hui connues. Les régions de concentration des matières premières stratégiques africaines aujourd'hui connues. Première carte. Ensuite, je vous demande de chercher la carte de la présence des groupes terroristes sur le continent africain. Vous vous rendrez compte d'une manière imparable qu'il y a une superposition, une bijection, diraient les mathématiciens, parfaite entre la carte des ressources stratégiques africaines et la carte de la présence des formations terroristes sur le sol africain. Concentration des formations terroristes au Sahel. Parce que muraille de l'Afrique, le Sahel est l'une des patries les plus riches que la terre des hommes ait jamais connue. Sous le bassin du Taodéni, sous le sous-sol saharien et sahélien, on trouve la plus grande nappe phréatique connue sur toute la planète. On trouve toutes les matières premières stratégiques concentrées d'une manière absolument incroyable. Deuxième grande zone de terrorisme, le golfe de Guinée, qui est la zone maritime la plus riche de la planète. En ressources halieutiques, la science contemporaine reconnaît que le golfe de Guinée est la zone la plus riche en ressources halieutiques de la planète. Vous regardez la carte des matières premières, vous tombez sur le bassin congolais. Et vous vous rendez compte que si désormais il y a de soi-disant Al-Qaïda, l'État islamique, etc., qui sont dans la province congolaise de l'Ituri, s'ils sont jusqu'au Mozambique et s'ils se préparent actuellement à attaquer l'Afrique du Sud, car certains n'ont pas vu que les événements qui se déroulent en Afrique du Sud, où on retourne des Africains contre des Africains, ont pour but de préparer la pénétration des groupes terroristes dans le poumon minier sud-africain, afin de mettre ce pays à feu et à sang et de pouvoir s'en partager les ressources. Quand vous regardez donc la carte des grands bassins de réserve stratégique africaine, vous avez exactement la carte des grandes présences de groupes terroristes. Il y a donc une superposition parfaite entre les deux cartes. Et ceci permet de comprendre la réponse que nous allons donner à la deuxième question.
Nous, dans l'Alliance des États du Sahel, nous appelons un chat et non pas un animal poilu qui miaule. Mon aîné, le ministre Bassolma Bazier, est assis là-bas et vous aurez une dose profonde de vérité crue quand il va prendre la parole tout à l'heure. Je vous prépare déjà à ce que vous allez recevoir. Qui nous attaque? De manière scientifiquement incontestable, c'est l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Vous prenez tous les pays qui sont dedans, ils sont dans l'attaque. Preuve, le bombardement et la destruction de la Libye pendant 6 mois en 2011. Ce bombardement a été sciemment préparé par les stratèges de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ils ont été officiellement prévenus que s'ils bombardaient et détruisaient la Libye, ils allaient déstabiliser tout le continent africain. Le chef suprême de l'OTAN à l'époque, le grand traître à l'Afrique, Barack Hussein Obama, que certains Africains continuent à louer, je ne sais pourquoi, après tout le mal qu'il nous a fait, a répondu publiquement le 27 mai 2011 au président Mahamadou Issoufou qui lui disait « Président Obama, please don't destroy Libya. Please don't destroy Libya because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. » Il a dit « No, we will finish the job. » Le président nigérien d'alors, Mahamadou Issoufou, lui disait, s'il vous plaît, ne détruisez pas la Libye, parce que si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Barack Hussein Obama répondit ouvertement. La réponse est documentée. Non, nous allons aller jusqu'au bout. On va finir le boulot, parce que nous avons besoin d'une Afrique déstabilisée pour pouvoir bien la piller. Donc, l'OTAN. Et à la tête de l'OTAN, lors du grand saccage de la Libye, il y avait 3 grandes puissances et une puissance du Moyen-Orient. Nous allons les appeler par leur nom. Il y avait donc les États-Unis d'Obama, la France de Paul-Stéphane Sarkozy Nagui Bokcha et la Grande-Bretagne de David Cameron. Il y avait un État du Moyen-Orient qui n'a toujours pas reconnu ses crimes contre l'Afrique et avec lequel nous pensons que nos dirigeants doivent prendre un certain nombre de mesures pour leur imposer les réparations. C'est l'État du Qatar. L'armée qatari a participé au saccage de la Libye. Ce qui arrive dans toute la bande sahélienne, la responsabilité de l'État du Qatar est directement impliquée. Et c'est une documentation scientifique. Ceux qui ont des problèmes de référence, allez chercher le livre, il est à Ouagadougou, à la librairie Mercury, vous le trouverez. Les 2 groupes terroristes qui ont accompagné l'OTAN pour saccager la Libye et envahir le Sahel, on les connaît très bien aussi. On a documenté scientifiquement. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par les services de renseignement américains pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Oussama Ben Laden, à l'origine, était un agent américain qui, à un moment donné, s'est retourné contre ses maîtres. Mais Al-Qaïda est une organisation terroriste d'origine occidentale. L'État islamique, organisation terroriste créée dans les années 2000, toujours par les services secrets américains. Et cela a été confirmé par l'actuel président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui a dit c'est l'administration Obama et Clinton qui a créé l'organisation terroriste de l'État islamique. J'en ai les preuves. Aujourd'hui, ces preuves ont été révélées officiellement par le Sénat américain et la Chambre des représentants. Et la dame qui vient de démissionner de la direction de l'agence américaine de renseignement, cette dame s'appelle Tulsi Gabbard, a déclassifié des documents. Tout comme Elon Musk, ils ont déclassifié des documents qui sont dans ce livre aussi, et qui prouvent que les États-Unis d'Amérique reconnaissent avoir directement financé les groupes terroristes. C'est-à-dire que les fonds de l'USAID allaient directement dans la caisse des groupes terroristes pendant plusieurs années, et cette situation continue, puisqu'on voit bien les États-Unis d'Amérique, la France, l'Union européenne, faire ami-ami avec un chef terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique bien connu, l'actuel chef d'État, je ne confonds pas les chefs d'État et les chefs d'État, qui fait office de dirigeant de la Syrie, Ahmed al-Shara. C'est un lieutenant immédiat d'Oussama Ben Laden, de al-Zawahiri, un lieutenant immédiat de al-Baghdadi, niveau de position dans la hiérarchie du groupe terroriste numéro 2. C'est lui qui est le meilleur ami de Macron, avec qui celui-ci s'adonne tout naturellement à la lune de miel ces derniers temps. On les voit bras dessus, bras dessous. Littéralement, comme d'habitude, dans la confusion des sexes qui caractérise le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, c'est ce monsieur-là qui a reçu des parfums pour lui et sa femme de la part de Donald Trump. Donc nous savons qui nous attaque.
L'Union européenne, tout naturellement, qui est un sous-ensemble de l'OTAN, nous attaque. Parce que l'Union européenne suit le doigt sur la couture les orientations de la puissance américaine sur la marche du monde. L'Union européenne, pour prendre une image, est un conglomérat de caniches politiques au service des intérêts du deep state américain et de l'hégémonie occidentale. C'est ce qu'elle est. Les résolutions de l'Union européenne contre le Burkina Faso, le Mali, le Niger ne sont rien d'autre que la mise en œuvre du plan de l'OTAN pour légitimer l'idée d'une agression terroriste militaire contre les pays qui montrent le chemin de la souveraineté à tout notre continent. Il faut bien comprendre pourquoi ils font les résolutions. Parce qu'ils veulent présenter l'Alliance des États du Sahel comme étant une cause de déstabilisation pour la paix et la sécurité et lui appliquer le chapitre 7 de la charte de San Francisco de 1945 qui dit qu'on peut exceptionnellement attaquer tout pays qui représente une menace pour la paix et la sécurité mondiale. Ils créent des résolutions soporifiques pour essayer de se convaincre eux-mêmes qu'ils ont le droit d'attaquer, sauf que nous sommes en 2026, nous ne sommes pas en 1950, nous ne sommes pas au temps de Lumumba, nous sommes au temps d'Ibrahim Traoré. Nous ne sommes pas au temps de Sankara, nous sommes au temps d'Assimi Goïta. Nous ne sommes pas actuellement là, au temps de Marien Gouabi. Nous sommes au temps d'Abdourahmane Tiani. Les temps ont changé. Qui nous attaque? Qui attaque l'Afrique? C'est la France. La France, dirigée par le chef de la junte, eh bien, terroriste et néocolonialiste française Emmanuel Macron. Quelles sont les preuves? Les preuves que nous avons accumulées viennent d'abord de l'État français lui-même. Les journalistes d'État français ont publié le 30 juillet 2014, ils ont publié un article qui est toujours disponible sur Internet, reconnaissant que la France était le premier banquier des djihadistes, comme ça qu'ils appelaient abusivement leurs propres mercenaires au Sahel. Comment la France finançait le terrorisme au Sahel? L'article du 30 juillet 2014 dit que la France crée des otages fictifs afin de décaisser des fonds spéciaux permettant de libérer ces otages fictifs et de renflouer les caisses des terroristes. Voilà ce qui est démontré par France 24, dans un article qui est aussi disponible ici. Cet article est basé sur les révélations officielles américaines. Monsieur David Alfred Cohen, eh bien, ambassadeur et ministre américain, a confirmé que les enquêtes américaines eh bien, assurent que les groupes d'Al-Qaïda, les groupes de l'État islamique, qui opèrent en particulier en Afrique dite francophone, sont directement encadrés par la France. Ça, ce sont les sources officielles françaises et américaines. L'actuel président de la République française, qui est en fait un chef de junte néocolonialiste et terroriste, avait reconnu pourtant en 2017, citation dans le Figaro du mois de juin, « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Ça, c'était Emmanuel Macron quand il possédait encore tout son cerveau et que tout ce qui passe par son nez n'avait pas encore troublé complètement son bon sens. Donc, nous savons qui nous attaque. Nous savons qui nous attaque et nous ne pouvons plus nous permettre d'utiliser des concepts généraux pour les nommer. Quel est le dernier cercle impliqué dans l'attaque contre l'Afrique? Ce sont des dirigeants africains soumis au néocolonialisme français, des dirigeants africains qui laissent les troupes de l'OTAN, qui laissent les troupes terroristes se ressourcer sur leur sol, afin d'attaquer les pays africains qui portent notre espérance. Malheureusement, plusieurs des pays qui entourent l'Alliance des États du Sahel sont aujourd'hui des bases arrières avérées du terrorisme. C'est le cas de l'Algérie, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Bénin, c'est le cas du Nigeria, pour ne citer que cela. Maintenant que nous savons qui nous attaque, nous savons aussi pourquoi, puisqu'il s'agit de nous imposer le contrôle ad vitam aeternam des richesses faramineuses de notre continent, qui est le plus riche continent de l'humanité. Il n'y a pas de hasard. Le berceau de l'humanité choisi par Dieu ne pouvait pas être le plus pauvre des continents. La question, c'est comment nous allons les combattre. Et je vais conclure par cette question. J'ai conscience d'avoir maintenant seulement 2 minutes et 15 secondes pour réaliser une prouesse en réalité irréalisable. Comment conclure? Ce propos n'était qu'une introduction au problème. Comment battre les recolonisateurs terroristes? Comment les vaincre? Nous pouvons les vaincre si nous continuons à mener des opérations comme celle que le RISA est en train de mener actuellement à partir de Ouagadougou. C'est-à-dire la démystification intellectuelle, la démystification scientifique, la démystification communicationnelle, la démystification théorique.
de l'impérial terrorisme, c'est la responsabilité collective de tous les intellectuels et de tout le peuple africain. Nous devons ensemble défendre avec acharnement notre propre narratif. Ça, c'est le premier sujet. Car, comme le disait tout à l'heure le lieutenant-colonel Ouedraogo Aziz, celui qui contrôle le mental contrôle le terrain. Nous devons contrôler notre propre mental. C'est le narratif panafricaniste, le narratif anticolonialiste, le narratif souverainiste. C'est le narratif traditionnaliste africain qui doivent s'imposer. Et le RISA, et l'Institut des peuples noirs auquel j'ai l'honneur d'appartenir, et l'Institut de l'Afrique des libertés que j'anime depuis Bamako, et tous ceux qui se battent, chacun à partir de sa position, nous avons vocation à continuer à remporter la bataille de l'esprit. L'esprit domine la matière, chers camarades, et nous devons donc contrôler ce qui rentre dans le crâne de nos peuples. Si nous maîtrisons ce qui rentre dans nos crânes, nous serons capables de contrôler ce qui sort de nos mains. Premier point. Deuxième point. Comment mener ce combat? Par l'intégration régionale panafricaine. L'Alliance des États du Sahel est le laboratoire de notre libération. Unis et solidaires, nous vaincrons. Divisés et méfiants et méchants les uns envers les autres, nous perdrons. Mais il y a un troisième niveau où se déroule cette lutte. C'est un niveau extrêmement important, c'est ce que j'appelle la bataille de l'esprit, la bataille spirituelle. Je la distingue de la bataille intellectuelle. Nous devons réapprendre à considérer que nous, Africains, notre première terre sacrée, c'est l'Afrique. On ne peut pas se battre avec suffisamment de courage si on n'est pas capable de se souvenir que là où Dieu Tout-Puissant a voulu que l'homme apparaisse pour la première fois, c'est chez nous. Nous devons apprendre à prier en nous tournant vers le cœur de l'Afrique. Il y a 6000 ans, il y a 4000 ans, il y a 3000 ans, nos ancêtres se tournaient vers le centre de l'Afrique pour prier. Nous devons réapprendre à prier en regardant notre terre d'abord, comme étant une terre sacrée. Oui, il peut y avoir d'autres terres. Jérusalem, la Mecque, je ne sais pas, l'Inde, la Chine, le Tibet peuvent aussi être considérés comme des terres sacrées. Mais nous, Africains, nous devons apprendre à considérer comme la première terre sacrée pour nous, notre terre. Et ce travail-là est fondamental pour la libération du continent du terrorisme. Vive donc ceux qui appliqueront ces trois mesures. La bataille intellectuelle, la bataille de l'intégration militaire, économique, politique, dont l'AES est le laboratoire, la bataille de l'esprit, la bataille spirituelle, le retour aux sources de l'humanité. Chers camarades, voilà ce que je pouvais dire pour introduire, suggérer, stimuler, donner envie à chacun de participer à ce merveilleux combat. Vive l'Afrique libre. Vive l'Alliance des États du Sahel. Vive nos dirigeants combattants. Vive les peuples en lutte. Je vous remercie. Merci beaucoup au camarade professeur Franklin Yamsi, à qui je demande que nous réservions encore des ovations bien nourries.